La rentrée littéraire, c'est l'une des périodes les plus attendues de la littérature francophone. Pendant les mois d'août et septembre, environ 600 nouveaux livres s'installeront sur les étalages de nos librairies. Chaque année, les maisons d'édition françaises se préparent à mettre leurs nouvelles parutions en avant. Auteurs best-sellers, primo-romanciers, thématiques importantes, nouvelles traductions, manuscrits exclusifs. En vue du nombre de publications, il est parfois difficile de se faire sa place et de se distinguer. D'autant que les lecteurs non plus ne savent pas où donner la tête. De mon côté, j'avais déjà repéré quelques-unes des œuvres susceptibles de me plaire. C'est pourquoi, dans ces vlogs, je vous laisse m'accompagner lors de ma découverte de certains titres fraîchement arrivés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Depuis la dernière fois que j'ai tourné, il s'est passé très peu de temps et je n'ai donc pas énormément avancé dans les lectures que j'ai faites. Cependant, je viens vous reparler du livre de Edith Wharton que j'ai quand même bien entamé, c'est-à-dire que je suis à un quart et j'aime beaucoup la plume. Je dois vous faire une confession. Habituellement, lorsque je lis un livre, j'ai plutôt tendance à être énervée lorsque je vois une histoire d'amour et ici ce n'est absolument pas le cas. Je crois que je renoue avec mes amours d'antan, c'est-à-dire ce côté très romantique que j'avais un petit peu éthéré quand j'étais adolescente. On est donc avec Charity qui rencontre un jeune homme qui se rend dans la bibliothèque où elle travaille. Disons qu'il y a plusieurs quiproquos qui laissent à croire que cet homme lui voue de la haine alors que ce n'est absolument pas le cas, il est plutôt attiré par elle et inversement. Je n'ai pas mis de post-it mais ça vient je pense. Alors bien sûr, c'est empreint de la pensée masculine de l'époque, mais il y a des descriptions, des petits détails qu'on observe chez la personne aimée qui me font sourire. Ça me fait pas sourire en grand, mais ça me fait avoir cette petite fossette sur le côté en mode... Par exemple, elle souffrait surtout quand son compagnon, absorbé dans son travail et oubliant l'ignorance de la jeune fille et son inaptitude à comprendre la moindre de ses allusions, se laissait aller à monologuer sur l'art et sur la vie. Et je trouve ça tellement vrai, je trouve ça tellement drôle dans tout ce qu'on attend de la part de la personne aimée, de tous ces petits détails, ces petits gestes que l'on souhaite percevoir. C'est un livre que j'ai eu en cadeau avec 2 livres achetés. Ça veut rien dire de la qualité. De toute façon, Edith Wharton, je crevais d'envie de la découvrir. Je suis plutôt satisfaite avec le début de cette lecture. Et puis plutôt aujourd'hui, je vous ai demandé si vous souhaitiez voir des vlogs spécifiques autour de la rentrée littéraire ou non, et vous avez été plusieurs à me dire que le fait de le mixer avec d'autres ouvrages que je pouvais lire à côté pouvait être plus intéressant. Cependant, j'ai commencé une lecture qui est publiée chez Stock et qui est depuis sortie, puisque je crois l'avoir aperçue en librairie tout à l'heure. Il s'agit du livre de Daphné Tamash, qui, il me semble, est un premier roman et qui s'appelle Le Retour de Saturne. Dans ce livre, duquel je vais vous lire le résumé, il y a une femme qui s'appelle Apolline qui est partie à Conques sur les glycines d'un village sacré et de son abbatiale. Pour la première fois, cette trentenaire dépendante du regard et des caresses des hommes doit s'imposer un sevrage éprouvant. Portée par la lumière des lieux, elle revisite sa carte amoureuse pour détisser les fils de ses erreurs et de ses désirs. Quête spirituelle, déambulation sur le chemin de l'amour, rencontre inattendue avec frère Charles. Ce roman drôle est profondément original mais enseigne une femme d'aujourd'hui dans un décor immémorial. Il y a un désespoir léger qui nimbe la colline de Conques. Est-ce si difficile d'être soi-même? Donc le résumé en dit beaucoup sans trop en dire, c'est-à-dire qu'on va donc suivre cette trentenaire qui a un peu eu son overdose de relations amoureuses avec des hommes. J'ai envie de vous dire que c'est pas si étonnant. Elle va donc faire une sorte de retraite spirituelle à Conques, là où réside sa grand-mère. Elle va retisser le fil de son histoire et de ses relations antérieures depuis la première jusqu'à, je suppose, la dernière. Je suis donc à 3/4 du roman. C'est pas un mauvais livre, mais il y a des phrases qui m'embêtent. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions assez intéressantes, notamment quant à la question de la péremption de la part d'une femme et de ce qu'on est sur le marché du désir et de la sensualité. Il y a des phrases qui sont assez furtives, mais qui en disent déjà beaucoup. Et de l'autre côté, il y a des phrases qui, en total inverse, me refroidissent et m'énervent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle fait une allusion à Henry Miller. Alors si vous n'êtes pas à même de savoir qui est Henry Miller, c'est un homme qui a écrit notamment une trilogie qui s'appelle Nexus, Sexus, qui en fait parle beaucoup de ses relations amoureuses, notamment avec Anaïs Nin. Voilà, il était très porté sur la chose et c'est un peu une figure de la littérature sensuelle, sexuelle, voire pornographique. Et donc elle va revenir sur cette figure et, comment vous dire ça poliment sans me faire retirer de YouTube, elle dit que l'attribut féminin, il y rentre comme dans du beurre. Ça, c'est le genre de phrase qui m'énerve, c'est le genre de phrase qui me rebute dans un roman, à contrario de, par exemple, Été, qui montre que on n'est pas obligé d'écrire une histoire d'amour, d'écrire une romance ou d'écrire en étant vulgaire, notamment par rapport aux relations amoureuses et aux relations sexuelles. Et là, ce livre est en total inverse. J'avoue que le contraste est assez impressionnant
à la lecture. Je vais le continuer, de toute façon il n'est pas très long, il me reste même pas 60 pages je pense. C'est un peu redondant à certains égards et ça se perd un peu, mais à la fois on suit quand même le fil narratif de cette histoire, tout en sachant qu'elle a quand même une résonance avec la personne qu'elle est, la personne qu'elle était et la personne qu'elle souhaite devenir. Je pense que ça peut parler un petit peu comme Ressac a parlé à des gens, un peu cette idée-là, tout en pensant qu'il y a quand même la place des hommes qui est omniprésente. Donc voilà, en tout cas c'est un premier roman qui est pas dénué d'intérêt, mais qui est pas forcément ce que j'en attendais. On verra ce que ça donne jusqu'à la fin, je vous en ferai un retour de toute façon. En attendant, j'ai un peu continué aussi le recueil de nouvelles d'Olivia Blake qui va sortir en Angleterre en octobre ou en novembre et qui s'appelle Januaries. Ça jongle entre la fantaisie, le fantastique, la romantaisie aussi. Il y a des questions assez intéressantes, notamment quant au mariage, à la place des relations, la question aussi de la vie après la mort et des liens qu'on tisse avec les gens de façon quasi spirituelle, d'âme à âme. Parfois, là encore, on étire un petit peu les histoires. Ça me lasse. En fait, j'aime bien les histoires qui vont vite quand c'est des nouvelles et qui vont droit au but, c'est-à-dire qu'elle essaye de traiter plusieurs sujets dans une nouvelle, tout en n'explorant pas celui par lequel elle était arrivée. J'ai l'impression de pas avoir un discours hyper construit et hyper compréhensible à la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous parlerai de toutes ces lectures d'ici quelques jours et notamment aussi des lectures que je ferai à l'avenir. On est le lendemain et j'ai finalement terminé le livre que je lisais en service presse sur NetGalley, qui était donc le livre de Daphné Tamage. Je suis un petit peu mitigée. Il y a des points positifs et il y a plusieurs points négatifs malheureusement. Dans ce livre, on suit donc Apolline qui a fait vœu de chasteté ou du moins qui a été forcée par ses psys et ses médecins pour éviter les hommes et on va revenir sur toutes les relations qu'elle a pu avoir qui étaient à double échelle. Elle va repasser tous ses souvenirs, notamment dans son envie aussi de devenir autrice, dans la qualité de son écriture, dans la qualité de sa vie en elle-même et dans ce qu'elle est en somme. Alors déjà, elle présente beaucoup de relations avec des hommes plus âgés, avec des hommes qui avaient l'ascendant sur elle, ce qui est là pour dénoncer bien évidemment. Je trouve qu'il y a des thématiques qui auraient pu être explorées davantage, que ça soit la question de la péremption, comme j'en ai, il me semble, déjà parlé dans un plan précédent, ce qu'on s'accorde et la valeur qu'on s'accorde, comme le fait d'aimer quelqu'un pour ses failles, voire plus pour ses failles que pour lui-même. Vraiment, il y a des thématiques qui auraient pu être abordées, qui sont restées très en surface, et c'est surtout la fin qui m'a déplu, dans le sens où elle réside donc à Conques, dans la maison de sa tante qui est partie en vacances. Sa tante revient, et elles ont donc un échange à la fin du livre. Il me semble que c'est le dernier chapitre, ou du moins la dernière partie, et la tante est très portée sur le développement personnel et sur la spiritualité, alliée à toute la question de la religion qui a été présente depuis le début du bouquin. Très personnellement, je suis athée. Alors, ça ne m'a pas beaucoup parlé. Le deuxième point, c'est que je suis très tatillon avec le développement personnel et c'est quelque chose que je ne porte pas grandement dans mon cœur. J'ai un avis très arrêté sur la question, mais ça c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, la narratrice revient dessus et mentionne le fait qu'elle-même n'y croit pas et a un avis très arrêté également. Sur ce point, j'étais assez en accord avec ses propos. Cependant, je trouve que ça s'arrête un petit peu d'un coup d'un seul. Ça pose ces questions-là sans y répondre. J'ai pas eu la sensation de voir une évolution dans la pensée du personnage qui était plutôt tout le propos du livre. La plume, par contre, a quelque chose de très brut qui m'a, notamment parce que c'est publié chez la même maison d'édition, fait penser au livre de Panayotis Pasco qui est sorti l'année dernière, même si ça se détache et que c'est beaucoup moins brouillon dans l'organisation de l'écrit, et que là en plus c'est un roman et non pas un mémoire, il y a quelque chose qui est du même acabit. Je suis quand même sceptique, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir proposer à l'avenir, parce que je crois que le truc qui m'a vraiment dérangée, c'est la spiritualité et la religion et la place que ça prend dans ce livre. La différence entre la vie qu'elle mène en ville et à Conques est assez intéressante, mais là encore pas assez explorée. En fait, j'ai l'impression qu'elle avait des bonnes thématiques, mais qu'elle a décidé d'aller en choisir d'autres, et c'est plus ou moins ce qui a fait que j'ai pas du tout accroché. J'ai un peu avancé dans les autres livres dont je vous ai parlé, mais je reviendrai les évoquer beaucoup plus tard puisque ça ne suffit pas pour que je développe mon propos. Quoi qu'il en soit, cet après-midi ça va être montage pour moi, et puis nous on se retrouve dans les jours qui viennent.
Bon, ça fait un petit temps que je vous ai pas parlé. Entre-temps, je suis allée chez le coiffeur, j'ai terminé l'été, je suis allée au mariage de l'une de mes meilleures amies de lycée, j'ai terminé un autre livre, j'ai passé un entretien d'embauche et me voilà actuellement pour venir vous parler. Donc, comme je viens de le dire, j'ai terminé Été de Edith Wharton, dont vous pouvez retrouver l'avis dans le wrap-up du mois d'août. J'ai également lu Les Nageurs de la nuit de Thomas Jedrowski, dont vous pouvez retrouver l'avis dans le petit également. Et je n'ai pas terminé January's, mais je suis bientôt à la fin. J'ai beau ne pas avoir terminé January's, eh bien j'ai commencé 2 autres livres. Le premier, je l'écoute en audio grâce à Ned Gallet et il s'agit du dernier livre de Yasmina Quadra. Le titre est donc Cœur d'amande. Dans ce livre, on est au cœur du quartier de Barbès et du 18e plus ou moins malfamé. Et on suit Nestor. Nestor, c'est un adolescent, un enfant même. Il est élevé par sa grand-mère. Il rencontre pas mal d'individus, type les vendeurs à la sauvette avec les cigarettes cachées sous le manteau, avec les marabouts, ceux qui nous donnent des petites fiches pour appeler un voyant. C'est vraiment le décor dans lequel c'est implanté. Et la grand-mère de Nestor a toujours été très aimante. Lui a toujours aspiré à ce que sa grand-mère voulait. Grand-mère qui est fan de Kessel. Il suppute notamment une relation avec Kessel lorsqu'elle était plus jeune. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va aussi parler de la vieillesse et du lien qu'il y a entre cette grand-mère et ce petit garçon qui essaye de découvrir qui il veut devenir. Sa grand-mère est passionnée de littérature et elle a transmis cette passion à son petit-fils. Il va se donner pour mission d'écrire. Donc on va le voir, essayer de mener à bien ce projet. Mais il y a d'autres thématiques, notamment le rapport avec d'autres personnes qui sont d'une nationalité différente et le handicap de Nestor, puisque Nestor est nain. Il souffre de nanisme. Et on va pas mal parler du regard des gens par rapport aux personnes qui souffrent de nanisme. Donc j'en suis à la moitié, on sent le point où la grand-mère ne va plus bien puisque sa grand-mère commence à vieillir, indéniablement, et que Nestor doit faire face à la démence de cette dernière. Le livre audio est très bien narré, j'apprécie assez la voix, je crois qu'il est disponible sur Nextory et sur d'autres plateformes, je suppose. J'apprécie assez et il est relativement court, il fait moins de 7 heures d'écoute en tout cas. Pourtant, vu que j'ai lu Ce que le jour doit à la nuit plus tôt cette année, eh bien je n'arrive pas à retrouver ce qui m'avait tant plu dans celui-ci pour l'instant. Il y a de la candeur dans ce personnage de Nestor, mais il n'y a pas cette envie de se dépasser. Il y a une relation avec les autres, il y a la place de l'amitié, comme c'est le cas dans le premier livre dont je viens de vous parler, mais on n'arrive pas encore au point qui m'avait tant plu. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai terminé, puisque je vais prendre le métro juste après vous avoir parlé et qu'à mon avis, je vais bien l'avancer. Bon, et puis je vais poser ma tasse de café et je vais vous parler de l'autre livre de la rentrée littéraire que j'ai à peine entamé hier soir. Ce livre, c'est celui que j'ai acheté lors du 3e bloc de la rentrée littéraire et il s'agit de Les éphémères de Andrew O'Hagan. On est donc en Écosse dans les années 80 avec un narrateur avide de savoir dans cette société assez conservatrice qui est en proie au thatchéisme. Le personnage principal se passionne en fait pour les auteurs classiques et il adore la culture en règle générale. Et il est ami avec le personnage de Tully. Tully, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est quelqu'un d'assez intrépide. J'en suis arrivée à 30 pages, donc vraiment j'ai pas lu grand-chose. J'ai l'impression que c'est plutôt des parcours de vie enchâssés les uns dans les autres. Mais là où j'en suis, ils viennent tout juste de se décider à aller au festival où va se passer tout le reste de l'histoire vraisemblablement. J'aime beaucoup la plume, il y a des passages que j'ai absolument adorés. Il y a toute une conversation entre le personnage principal et sa professeure qui lui dit mais t'as toutes les capacités possibles, t'as envie d'apprendre, t'es quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, quitte cette vie dans laquelle tu es enclavé et deviens quelqu'un. Et ça a l'air de rien, mais si vous avez vécu en campagne, vous voyez très bien de quoi je parle. Il arrive très fréquemment qu'on ait envie de sortir de sa condition, de s'extraire de tout ce qu'on a connu et de toutes les pensées auxquelles on a été confronté, parfois très réac. J'aime beaucoup le prisme qui est pris. Je pense que la place de Thatcher va prendre d'autant plus d'ampleur au fur et à mesure du livre, mais ça je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Et le prochain que je dirai dans le cadre de la rentrée littéraire, j'hésite puisque la sélection du prix Goncourt, du moins la première, a été annoncée hier. Je n'en ai lu aucun jusqu'alors. Il y a le Gaël Faye, il y a le Maëlys de Kerangal, le Carole Martinez si je ne m'abuse, il y a le Sandrine Colette, et voilà pour ce que j'ai repéré. Je ne sais pas si je vais en débuter l'un de ceux-ci, on s'en reparle très prochainement, d'autant plus que les ouvriers derrière mes fenêtres reprennent hors de leurs horaires de travail.
7h moins quart, pourquoi elle se maquille ? La réponse est comme très souvent un livre. Il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 septembre et que ce soir a lieu à 20h une rencontre avec notre très chère Maud Ventura, qui a donc signé Célèbre cette année, dont vous avez entendu parler sur la chaîne, et il y a une rencontre avec elle dans la librairie Le Comptoir des Mots, dans le 20e. Et donc, j'ai réservé une place. Quoi qu'il en soit, je vous fais un petit update de ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai donc terminé mon écoute de Cœur d'amande de Yasmina Quadra. Je l'ai apprécié, mais j'ai été déçue par la fin. J'ai pas eu autant d'attache pour les personnages que ce que ça n'avait été dans le précédent livre que j'avais lu de lui. J'ai beaucoup aimé la candeur de Nestor, ne serait-ce que dans le synopsis et puis dans l'avancée de l'ouvrage. Ça m'a indéniablement fait penser à La vie devant soi de Romain Gary, que ça soit par là où ça se place. Bien sûr, dans Romain Gary, on est dans le 20e et là on est dans le 18e, mais il y a vraiment une analogie entre les deux. Le côté candide et naïf du personnage principal fait forcément appel au personnage de Gary, enfin bref. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une empreinte qui soit quand même un peu datée, mais que soi-disant ça se passe à l'heure actuelle, puisqu'ils utilisent WhatsApp à la fin du livre. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup fait penser à ce milieu du 20e siècle. Si vous aimez les romans d'apprentissage, avec une place donnée à la population algérienne, arabe, avec l'immigration aussi, je pense que ça peut vous parler. La question de reconnaissance dans le pays dans lequel on a résidé, la notion de gloire, de rêve. C'est un très joli roman d'apprentissage, mais qui, encore une fois, ne me marquera pas très longtemps. J'ai bien avancé dans les éphémères, je suis arrivée dans la deuxième partie qui se passe désormais en 2017. On sait qu'il y aura une ellipse temporelle dès le début du livre. En ayant regardé la vidéo de rentrée littéraire de Flowfly, je me suis doutée du thème qui sera abordé maintenant, dans la deuxième partie qui change totalement de la première, où on voit beaucoup plus l'adolescence de Tully et du personnage principal. Il y a quand même cette empreinte de toute la musique de l'époque, puisqu'ils se rendent dans un festival après leur année terminale. Et il y a ce côté très urbain qui change énormément de Glasgow où ils vivent, ou du moins de la banlieue de Glasgow, et là ils se rendent à Manchester dans la première partie. J'aime beaucoup les voir découvrir la ville et la notion de mouvement dans laquelle ils se reconnaissent. Il y a à la fin d'un paragraphe où justement Tully a des références dont il croit que tous les habitants de la ville sont au courant, alors qu'en fait ce ne sont que les aspects culturels que lui-même connaît. Et pour lui, toutes les personnes dans cette ville ont forcément la même culture que lui. Moi j'aime beaucoup ce rapport à ce panel et à sa culture générale personnelle. Je sais pas si ça sera très clair. Je vais aller me préparer mon repas avant de partir, parce que sinon, je vais rentrer à 22h et je vais devoir cuisiner et ça va me saouler. Et sinon, le prochain livre que j'irai, je pense que ça sera une bande dessinée, puisque je vous ai parlé du retour de Saturne de Daphné Tamash, dont j'ai également parlé dans le wrap-up qui sera en ligne d'ici dimanche, que je viens d'exporter cet après-midi. Je vous ai parlé de Cœur d'amande, je vais vous parler des éphémères. Je pense qu'on va se caler une petite BD, donc du coup, je vais lire Salon de beauté que j'ai eu au format numérique grâce à Net Galet aujourd'hui. Mais ça, ce sera pour d'ici quelques jours, et puis je vous reparle bientôt. D'ici là, c'est-à-dire quelques secondes pour vous, allez vous faire une tasse de café, et puis on se reparle tout de suite. Je vous retrouve quelques jours plus tard et j'ai bien eu ma dédicace de Maud Ventura autour de cette rencontre. Ça a été très enrichissant. Maud Ventura est une autrice qui est très accessible et qui a beaucoup d'autodérision, ce que j'apprécie énormément. Pour ce qui est de mes lectures, cet après-midi ça va être lecture de mon mémoire, révision puisque je passe demain à l'oral. Mais hier soir j'ai terminé les éphémères de Andrew O'Hagan. Je vous disais que dans la première partie, on était en 1986 en Écosse et dans la seconde, on est à l'automne 2017. On suit donc le narrateur à ces deux époques, accompagné de Tully. Le personnage principal, du moins le narrateur, est surnommé Noodles, qui à chaque fois me fait penser aux nouilles instantanées qu'on trouve dans le commerce. Quoi qu'il en soit, ça va être une histoire d'amitié dont je vais pas vous révéler tous les tenants et les aboutissants, puisque sinon ça serait du spoil. On traite une question très importante
dans ce livre. Et l'amitié est au centre au niveau de ce que l'on accorde, ce que l'on accepte et ce que l'on ferait pour aider ses amis. Ça va énormément parler de musique puisque dans la première partie, ils se rendent après leur bac dans un festival à Manchester où ils vont découvrir tout genre de musique, c'est-à-dire le punk, le rock, la new wave. Et ça va être entrecoupé de citations, de références culturelles, que ça soit au niveau du cinéma et de la musique, ainsi que de la littérature puisque les deux sont passionnés de lettres. J'ai adoré la première partie et j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps, à vrai dire. J'ai eu la sensation qu'on n'implantait pas assez ce passage de leur vie qui les a tant marqués. Et ça a été pour moi la lacune. La seconde lacune, c'est que la deuxième partie, au contraire, était pour moi beaucoup trop longue. Ce qui peut se comprendre dans le fil narratif de l'histoire. Là, vous sentez que j'essaye de pas vous spoiler, mais de vous expliquer un petit peu ce qui m'a déplu. J'ai trouvé qu'il y avait plus de profondeur dans les personnages dans la première partie que dans la deuxième. Ce qui est assez incohérent, puisque au fur et à mesure des années, j'aurais dû prendre en profondeur, et j'ai pas senti ça. Maintenant, il y a une question beaucoup plus grande que ce microcosme qu'il forme, qui est interrogé. Et j'ai aimé que le livre prenne cette tournure, même si je m'y attendais pas du tout. La fin, pour autant, m'a été un peu déceptive. Et laissée sans question, ou du moins avec des réponses, mais qui pour moi ne prenait pas corps fondamentalement. Si vous l'avez lu, je veux bien qu'on en discute, parce que à la fois j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'arguments positifs, et de l'autre côté, il y avait quand même quelques lacunes. Pour autant, c'est un très bon livre que je vous invite à découvrir, qui est donc publié chez Métayer et qui est déjà en librairie. Je ne me suis pas arrêtée là dans mes lectures, puisque ce matin, j'ai lu Salon de beauté de Quentin Zution. On va donc suivre un salon de beauté, comme le titre l'indique. On est dans une époque, ou du moins dans une sphère, où l'homosexualité n'est pas acceptée, et tout ce qui est de la communauté queer est plutôt rejeté. Et on va donc suivre un groupe d'amis qui tiennent ce salon et qui sont tous de la communauté queer. Et il s'avère que certains d'entre eux développent un virus, on le voit dès le début du livre, même si on est un peu perdu à certains moments, qui leur fait avoir des écailles. Et le livre va avancer dans cette direction, qui va donner corps au sujet du sida. C'est un roman graphique qui est absolument magnifique, par les dessins, par les couleurs et par le message qu'il renvoie. J'ai absolument aimé l'alternance entre certaines planches que vous aurez dû voir dans un plan précédent. J'ai adoré le soutien de certains personnages secondaires et ce tiraillement qu'on a face à quelqu'un qui est malade. En 2024, on a un peu la sensation que ça n'existe plus parce qu'on n'en parle plus, et pour autant il y a toujours des personnes qui en souffrent, et ça permet de redonner une part du discours aux personnes qui sont touchées. C'est une bande dessinée que je vous invite à lire, qui est sortie ou qui va sortir à l'heure où vous regardez ce vlog, et qui, en plus de ce qu'elle dit, est absolument magnifique. Voilà pour ce 4e vlog de la rentrée littéraire, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à venir me parler sur Instagram et à me retrouver dans les prochaines vidéos qui arrivent en vous abonnant. Sur ce, ciao!